Les événements relatés dans cette vidéo se déroulent à Duluth, une ville située au nord de la Géorgie. En avril 2005, une femme nommée Jennifer Wilbank a disparu seulement 4 jours avant son propre mariage. Des centaines de personnes se sont mobilisées pour la retrouver, et l'histoire de sa disparition a fait la une des médias internationaux. Beaucoup de femmes rêvent du jour où elles épouseront l'homme de leur vie. Elles imaginent ce moment comme unique et veulent que la cérémonie soit à la hauteur de leurs attentes. Jennifer Wilbank, 32 ans, a vécu toutes ces étapes, faire la liste des invités, choisir le lieu, le menu, la robe de mariée. Tout semblait parfait. Jennifer Carol Wilbank est née le 28 février 1973. Elle a grandi en Géorgie, où elle vivait avec sa famille, ses amis et son travail. C'est dans cette même ville de Duluth qu'elle a rencontré John Mason, également âgé de 32 ans. John, tout comme sa famille, était financièrement bien établi, les Mason possédaient une clinique médicale privée à Duluth. Ses proches le décrivaient comme un homme gentil, soigneux et toujours prêt à aider. Le couple, qui était ensemble depuis environ 1 an, semblait être le parfait exemple du bonheur. La décision de se marier a étonné ceux qui les connaissaient. Les préparatifs du mariage avaient bien avancé, et la cérémonie avait été planifiée pour l'après-midi du samedi 30 avril 2005, avec plusieurs centaines d'invités attendus. Cependant, le 26 avril, 4 jours avant le mariage, John Mason signala la disparition de Jennifer à la police. Selon lui, elle était partie faire une course l'après-midi et n'était jamais revenue. Après avoir tenté de la chercher sans succès, il alerta les autorités. Le 27 avril, une vaste recherche a été lancée avec la participation de plus de 300 policiers et bénévoles. Ils ont fouillé les zones boisées et les points d'eau où Jennifer était supposée avoir couru. Dans ce genre de situation, chaque minute est cruciale. La police a également invité des officiers spécialement assignés à cette affaire. Le même jour, l'un des groupes de recherche a trouvé des indices potentiels, des vêtements, des chaussures et un morceau de cheveux longs et sombres. Ces éléments ont été envoyés au laboratoire pour analyse. La famille de Jennifer a distribué des affiches avec son image dans l'espoir que quelqu'un puisse fournir des informations utiles. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire, et des panneaux publicitaires ont été installés dans la ville avec son portrait. L'enquête a rapidement suivi son cours, et la police a inspecté la maison de Jennifer et John. Cependant, cette inspection ne donna aucun résultat significatif. Le 28 avril, le maire de Duluth, Donald Woodruff, annonça que l'affaire serait désormais considérée comme une enquête criminelle, avec l'implication du FBI et du Bureau d'enquête de la Géorgie. Le 29 avril, un deuxième jour de recherche n'a pas permis de retrouver des indices. La famille de Jennifer, désemparée, a offert une récompense de $100 000 pour toute information pouvant aider à retrouver Jennifer, qu'elle soit vivante ou morte. La police a organisé une conférence de presse, annonçant l'arrêt de la recherche active, expliquant qu'aucune piste n'avait été trouvée malgré une enquête approfondie. Le lendemain, la situation prit un tournant. Les éléments de preuve trouvés lors de la recherche initiale, vêtements, chaussures et cheveux, ont été démentis par la police comme n'ayant aucun lien avec Jennifer. Selon les rapports officiels, ces objets s'avéraient sans rapport avec la disparition. Dès lors, la suspicion s'est tournée vers John Mason, qui était la dernière personne à avoir vu Jennifer avant sa disparition. La police décida d'interroger plus en profondeur John. Bien que sa participation à un test de polygraphe privé, en présence de son avocat, ait été un geste inhabituel, les résultats de ce test ne résolurent pas les interrogations. Ce comportement étrange n'a fait qu'accroître la méfiance des enquêteurs. Ils procédèrent à une nouvelle perquisition de la maison du couple et confisquèrent 3 ordinateurs, bien qu'aucune preuve incriminante ne fût trouvée. La police continuait de chercher des indices, mais la situation restait floue. La disparition de Jennifer était un mystère total, et le mari, jusque-là perçu comme un homme innocent, était désormais au centre des suspicions. Les médias et les journalistes suivaient de près tous ses déplacements, intensifiant la pression sur John. Les autorités n'étaient toujours pas en mesure de confirmer s'il avait joué un rôle dans la disparition de sa femme. Ainsi, les interrogations restaient sans réponse. Où était Jennifer? Pourquoi avait-elle disparu avant son mariage? Ces questions demeuraient sans solution, et l'histoire de sa disparition continuait de troubler ceux qui suivaient l'affaire. Le soir du 29 avril, le téléphone de John Mason sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran, et lorsqu'il répondit, il fut presque sans voix.
il reconnut immédiatement la voix de Jennifer. Elle expliqua qu'elle avait été emprisonnée, forcée à des actes intimes, qu'elle avait pleuré et qu'après tout ce qu'elle avait subi, elle avait été libérée sans savoir où elle se trouvait. John se réjouit d'apprendre que son amour était en vie. « J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai essayé de rester calme et de lui parler pour la rassurer », confia John. À ce moment-là, il n'imaginait pas que sa joie serait bientôt ébranlée par un événement inattendu. Après avoir parlé à John, Jennifer contacta le 911. Elle informa l'opérateur qu'elle avait été emprisonnée et forcée, qu'elle avait été libérée et qu'elle ne savait plus où elle se trouvait. L'appel fut tracé et localisé depuis un téléphone public à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, soit à plus de 1400 km de Duluth, en Géorgie. Les autorités envoyèrent des policiers sur place, et lorsqu'ils arrivèrent, ils retrouvèrent Jennifer. Sa famille, soulagée, remercia publiquement toutes les personnes qui avaient contribué à la retrouver, notamment les médias, qu'elle accusa d'avoir influencé le ravisseur à la libérer. Cependant, lorsqu'elle fut conduite au poste de police, les policiers remarquèrent que son apparence ne correspondait pas à ce qu'elle avait décrit. Elle parla d'un homme et d'une femme d'une quarantaine d'années qui l'auraient capturée dans un van bleu, mais les agents du FBI détectèrent rapidement des incohérences dans son récit. Lorsque ces incohérences lui furent pointées, elle admit que personne ne l'avait enlevée. Le 26 avril, au lieu de courir comme elle l'avait dit à John, elle s'était rendue à la gare, avait pris un bus et s'était rendue à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Selon Jennifer, elle avait agi ainsi pour échapper à la pression et au stress du mariage imminent. Les médias découvrirent qu'elle avait un passé criminel, avec 3 précédentes accusations d'emprisonnement. En 1996, elle avait volé $37 de marchandises chez Walmart, en 1997, $1740 dans un supermarché, et en 1998, elle avait été arrêtée pour un vol de $98. À chaque fois, elle avait remboursé et effectué des travaux d'intérêt général, ce qui avait permis de retirer les charges. Malgré ces révélations, l'histoire de Jennifer ne s'arrêtait pas là. Le 30 avril, elle retourna à Duluth, où elle chercha à se protéger de l'attention médiatique en se cachant à l'aéroport, où elle fut accueillie par la presse. Le mariage prévu pour ce jour-là fut immédiatement annulé et reporté à une date indéterminée. Jennifer expliqua plus tard qu'elle avait quitté la Géorgie sous la pression de ce mariage. Le mariage était un événement qu'elle n'a pas pu supporter, affirma l'officier de police de Duluth, Randy Belcher. Pour John, il était désormais un mari abandonné, victime des rumeurs et des suspicions, bien que ses intentions n'aient rien à voir avec la disparition de sa femme. Jennifer, qualifiée de « femme qui s'est échappée », s'excusa publiquement auprès de sa famille, de ses amis et de ses concitoyens. Quant à John, il lui remit la bague de fiançailles qu'elle avait laissée derrière elle. Même si nous n'avons pas fait ce voyage jusqu'à l'hôtel, même si nous n'avons pas échangé nos vœux devant 500 personnes, mon engagement envers elle date du jour où j'ai acheté cette bague et l'ai mise à son doigt, expliqua John lors d'une interview avec Fox. Le 9 mai 2005, Jennifer se rendit dans un centre médical pour discuter des problèmes physiques et mentaux qu'elle pensait être liés à sa disparition. Le 2 juin 2005, elle fut également condamnée pour parjure, avec une peine de probation de 2 ans et 120 heures de travaux d'intérêt général, en plus d'une amende de $15 000 pour couvrir les frais de recherche. En septembre 2006, Jennifer, désormais l'ex-fiancée de John, se retrouva dans une autre affaire judiciaire. Le couple s'était séparé, et elle affirma que John avait vendu les droits de leur histoire à un média pour $500 000, utilisant l'argent pour acheter une maison à son nom seul. Elle réclama $250 000 pour sa part de la maison, ainsi que $250 000 supplémentaires en dommages-intérêts. John nia les accusations d'abus émotionnels et rejeta toute implication dans la disparition de Jennifer. En décembre 2006, les deux parties mirent fin à leurs accusations après être parvenues à une réconciliation. Jennifer devint brièvement une célébrité médiatique, et plusieurs entreprises cherchèrent à tirer profit de sa notoriété. Hero Builders, un fabricant de figurines, proposa une figurine à l'effigie de Jennifer Wilbank, vêtue d'une tenue de sport avec l'inscription « Vegas Baby ». Une autre société lança une sauce piquante intitulée « Jennifer S. Aitela Hot Sauce », et un film musical basé sur son histoire fut joué en mars 2008 au théâtre Red Clay de Duluth, en Géorgie. En 2008, John Mason se maria avec une autre femme lors d'une cérémonie discrète à la maison de ses parents. Jennifer, quant à elle, se maria en 2010, mais son mariage se dissout après 11 ans. Aujourd'hui, elle vit toujours en Géorgie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine.